Bonjour à tous. On est en train d'assister, là, sous nos yeux, à un véritable basculement des fondations de l'ordre mondial. Des événements récents qui se passent un peu partout, de l'Amazonie à l'Arctique, en passant par les marchés financiers, pointent tous dans la même direction. L'ère de la domination américaine incontestée est peut-être en train de se terminer. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les signaux qui annoncent cette transformation profonde. Alors, pour y voir plus clair dans ce sujet qui est quand même assez complexe, on va suivre un plan bien précis. D'abord, on va s'attaquer au cœur du réacteur de la puissance américaine, le dollar. Ensuite, on verra comment cette contestation économique se transforme en action bien réelle sur la scène géopolitique. Après ça, on se penchera sur les faiblesses internes du modèle américain. Et pour finir, on explorera les différents scénarios possibles pour l'avenir. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le vrai socle de la puissance américaine, ce n'est pas tant son armée que sa finance. C'est la domination mondiale du dollar. C'est ça le nerf de la guerre. Et pour la toute première fois depuis des décennies, ce socle est en train de se fissurer, attaqué de manière coordonnée et très stratégique. Cette citation, elle résume tout. Quand un pays comme la Chine se met à vendre massivement de la dette américaine, ce n'est pas juste une opération financière. Non, c'est un acte politique. C'est une sorte de déclaration silencieuse qui dit « on ne fait plus confiance au système qui vous a maintenu tout en haut pendant plus de 50 ans ». Alors comment ça marche ce fameux système? On l'appelle le privilège exorbitant. En gros, les États-Unis impriment des dollars pour payer tout ce qu'ils achètent au reste du monde et financer leur déficit. Et comme tout le monde a besoin de dollars pour faire du commerce international, les autres pays sont plus ou moins obligés d'acheter cette dette américaine. C'est un cercle vertueux pour les Américains qui leur a permis de vivre bien au-dessus de leurs moyens. Le problème, c'est que ce cercle est en train de se casser. Et attention, la Chine ne s'est pas réveillée un matin en décidant de tout plaquer. Non, c'est une stratégie très méthodique, mise en place pièce par pièce depuis des années. D'abord, ils ont commencé à signer des accords commerciaux avec la Russie ou le Brésil pour utiliser leur propre monnaie, et donc contourner le dollar. Ensuite, ils ont créé leur propre système de paiement international, le CIPS, pour ne plus dépendre du système américain SWIFT. En parallèle, ils accumulent des quantités massives d'or, une vraie richesse tangible qu'on ne peut ni geler ni dévaluer en imprimant plus. Et enfin, la dernière brique, le yuan numérique, pour des transactions directes, quasi instantanées et sans passer par la case de l'art. Et tout ça, ce n'est pas de la théorie, les conséquences sont bien réelles. Regardez ces chiffres. Au plus haut, la Chine détenait plus de 1300 milliards de dollars de dette américaine. Aujourd'hui, on est tombé à environ 800 milliards. Ce n'est pas un petit ajustement de portefeuille là, c'est un vrai changement de cap stratégique. Pékin est en train de retirer petit à petit ses billes du panier américain. Et l'exemple le plus frappant, c'est ce qui vient de se passer avec le Brésil. Un accord absolument monumental de 340 milliards de dollars signé avec la Chine pour exploiter les ressources de l'Amazonie. Mais le détail qui change tout, c'est que le paiement se fera en yuan, la monnaie chinoise, pas en dollars. Là, on parle d'un géant des matières premières qui vient de basculer. Et ça pourrait donner des idées à d'autres. Bon, on a vu l'économie. Maintenant, voyons comment ces manœuvres financières se traduisent sur le terrain. Parce que, forcément, quand des pays se sentent moins dépendants économiquement, ils deviennent beaucoup plus audacieux. Et là, on voit cet axe de contestation passer concrètement à l'action. Le cas du Brésil, encore une fois, est vraiment emblématique. Le président Lula a décidé de nationaliser l'accès à une immense partie de l'Amazonie. En faisant ça, il met fin à des décennies d'une influence américaine qui était perçue comme de l'exploitation. C'est une affirmation de souveraineté hyper forte qui n'est possible que parce qu'il y a le soutien économique et politique de Pékin derrière. Au même moment, à l'autre bout du monde, dans le Grand Nord, la Russie est en train de bétonner son contrôle sur les infrastructures clés de l'Arctique. Et là, il ne s'agit pas seulement de ressources, il s'agit surtout du contrôle des futures routes maritimes, celles qui vont relier l'Asie à l'Europe beaucoup plus vite. En maîtrisant les ports, les passages, Moscou s'assure un levier stratégique énorme pour les décennies à venir. Et puis, il y a la dimension purement militaire. L'utilisation par la Russie de son nouveau missile hypersonique, l'Oreshnik, a eu un effet immédiat. Juste après cette démonstration de force, Washington a complètement fait machine arrière sur la saisie d'un navire russe. Ils ont même libéré des membres de l'équipage. On voit bien ici comment une supériorité technologique perçue a directement forcé une décision politique. Pour bien comprendre la panique que ça a pu générer au Pentagone, il suffit d'entendre cette phrase, attribuée à un colonel américain. L'idée qu'une seule arme puisse neutraliser le symbole même de la puissance américaine, le porte-avions, en moins de 30 secondes, ça change complètement les règles du jeu. C'est ce qu'on appelle un game changer, un vrai. Mais tous ces défis qui viennent de l'extérieur, ils n'arrivent pas par hasard. En fait, ils viennent frapper là où ça fait déjà mal. Ils mettent en lumière, ils aggravent des fragilités qui se sont développées à l'intérieur même du modèle américain. Parce que pendant que la puissance américaine est défiée à l'étranger, de sérieuses fissures apparaissent à la maison. Il y a un acronyme qui résume bien cette fragilité, ALICE. Ça désigne des millions d'Américains qui travaillent, parfois ils ont même 2 ou 3 boulots, mais qui gagnent juste assez pour ne pas être officiellement pauvres, sans pour autant pouvoir vivre décemment.
Ils sont sur une sorte de ligne de crête financière que certains commentateurs appellent la kill line, la ligne de la mort. Le moindre imprévu, une panne de voiture, une facture médicale, et c'est la catastrophe, ils basculent dans la ruine. Et la différence fondamentale, d'après les analyses, c'est le filet de sécurité. Dans un modèle comme le modèle chinois, l'État interviendrait pour éviter un effondrement total. Aux États-Unis, la réalité, pour ces millions de personnes Alice, c'est un paradoxe terrible. Comme elles gagnent juste un peu trop pour être pauvres sur le papier, elles n'ont droit à quasiment aucune aide. Elles sont totalement exposées, sans aucune marge d'erreur possible. Et à ça, il faut ajouter d'autres vulnérabilités. On a une économie américaine dont la croissance repose presque entièrement sur la bulle des géants de la tech, comme Nvidia. On a une pénurie d'électricité qui se profile et qui menace de freiner la grande révolution de l'intelligence artificielle. Et surtout, il y a une perte de confiance. Quand les autres pays voient les États-Unis geler les actifs russes ou vénézuéliens, ils commencent à se demander si leur propre or, leurs propres réserves sont vraiment en sécurité en Occident. Et le réflexe, c'est de commencer à tout rapatrier. Alors, la grande question, où est-ce que tout ça nous mène ? Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une phase de transition. Et en s'appuyant sur les analyses géopolitiques, on peut imaginer 4 grands scénarios pour le monde de demain. Le premier scénario, celui de l'atterrissage en douceur, où les États-Unis accepteraient un rôle plus modeste, est jugé très peu probable. Le deuxième, une résistance agressive, où Washington utiliserait la force, les sanctions, voire pire, pour garder sa place, est beaucoup plus plausible. Le troisième, l'atterrissage forcé, une crise financière brutale, est un risque qui augmente. Mais le scénario qui est vu comme le plus probable, c'est une fragmentation progressive. Un monde qui se divise petit à petit en plusieurs blocs monétaires et économiques qui se font concurrence. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la fin de l'hégémonie du dollar, ce n'est plus une question de si ça va arriver, mais plutôt de comment et de quand. Cette transition, ça ne sera pas un grand événement unique et spectaculaire, mais plutôt un processus long, désordonné et potentiellement assez chaotique. Ce qui nous laisse avec une dernière question et pas des moindres, le monde est-il vraiment prêt pour ce qui vient après ?